Je viens de rentrer de vacances et j'avoue qu'hier j'étais plutôt pas très bien. Symptômes dépressifs classiques, pas envie de manger, pas envie de boire, pas envie de me lever, pas envie de voir du monde. Symptômes de la gueule de bois aussi, remarque. Il a suffi d'un Rennes Bordeaux pour me recentrer. Sans me donner un élan dingue, ça m'a fait réfléchir. Ça a rallumé une petite lueur en moi, celle auquel je fais gaffe, celle qui me fait avancer, celle qui me donne envie de vivre plutôt que de survivre. Celle de la passion. Et si pour certains c'est risible que celle-ci soit liée au foot, c'en est quand même une. Pas moins, pas plus que les vôtres, notre passion n'est pas moins belle, moins chic. Elle agit pareil chez nous. Elle nous a construits et pour cela j'avais envie de remercier le foot. Une bonne fois pour toutes, pour moi, pour vous, pour eux, pour tous ceux qui tiennent un peu grâce à ce sport aussi. Je veux dire merci au foot de m'avoir appris l'injustice, la solidarité, l'entraide, l'adaptation de l'autre, le collectif. Toutes ces idées qu'on trouve dans les livres ou dans les prospectus du PS mais qu'il est important de toucher du doigt, souvent, jeune d'abord, puis moins jeune. Merci de m'avoir permis d'apprendre la géographie, de comprendre des concepts économiques, d'être une porte d'entrée dans l'histoire, la sociologie, la philosophie aussi. Merci de me donner des sujets de discussion, de débat, de me permettre des rencontres qui n'existeraient pas sans toi, des amitiés qui sont nées sur un terrain stabilisé, un préau, derrière une télé ou un micro, des amitiés qui vont bien au-delà maintenant mais qui sont parties de toi. Merci de m'avoir donné ce lien avec mon père, mon frère, mes grands-pères avant. Moi qui ne suis pas vraiment doué pour les déclarations, tu as une bonne manière de dire je t'aime papa juste parce que l'on est assis côte à côte dans le canapé. Juste parce qu'on se regarde après une frappe en pleine lucarne, juste parce qu'on se serre dans les bras au stade après une victoire. Juste parce que tu es le prétexte parfait pour casser nos barrières pudiques et se dire des mots d'affection sans se les dire. Merci parce que sans toi, nous n'aurions certainement jamais partagé ces émotions démesurées, de celles qui vous font exploser la poitrine, partager ces aventures absurdes en train, en voiture, en métro, juste pour voir des mecs courir derrière un ballon. Merci de m'avoir inculqué très jeune la différence, jouer avec des pauvres, des riches, des noirs, des arabes, des asiatiques, des homos, des hétéros, des filles, jouer avec le même maillot dans le même but et se rendre compte qu'on était tous pareils, qu'on pleurait pareil dans le vestiaire après une défaite, que la main sur l'épaule après un pénalty raté réconfortait pareil qu'elle soit noire, blanche ou jaune, qu'on se donnait du mon pote, mon frère, qu'on s'engueulait et qu'on s'encourageait sans jamais réfléchir à une quelconque différence, parce qu'on avait le même maillot, parce qu'on était des enfants et parce que les enfants c'est plus intelligent. Merci encore aujourd'hui de parfois donner un sens à mes semaines, mes mois, mes jours, par ton calendrier qui me rend fou et est sujet à beaucoup de débats, tes compétitions controversées qu'on a envie de critiquer, tes équipes surpayées qui nous énervent, mais quand le sifflet retentit, que le match commence, l'émotion bouffe tout l'esprit critique, nous fait oublier tout ce qui nous énerve chez toi. Merci de nous rendre schizophrènes donc. Merci très jeune de m'avoir donné une passion, d'avoir donné à ce gamin qui ne s'aimait pas trop, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, qui ne savait pas trop ce qu'il foutait là, une source de joie inépuisable. Alors t'as pas la réponse à tous les grands questionnements de la vie, mais c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir montré que je pouvais connaître des trucs. On s'en fout pas mal de l'effectif de Brest en 2007-2008, mais je le connais, et pas les autres. Merci de m'avoir montré que j'étais pas très bon balle au pied, mais que c'est pas grave. On peut être bon avec les autres, se sublimer en groupe. Merci de m'avoir montré les autres. Ceux qui encore aujourd'hui m'aident, me poussent, me tirent, m'engueulent, me motivent. Parce que comme au foot, dans la vie on connaît pas trop mon poste, et je suis pas ultra technique, mais avec l'équipe que j'ai, je sais que je peux aller loin. Alors merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Et voilà. Alors ils peuvent pas être sensibles un peu aussi les footeux. Putain, moi ça me donne envie d'aller acheter des bières, d'insulter Neymar et d'aller sur le Twitter du FC Nantes pour les injurier. Si ça c'est pas beau le foot. Bon, comme vous le voyez, début d'année difficile, comme pour beaucoup j'imagine. Faites gaffe au mois de janvier, février, c'est pas évident mentalement. Soyez forts, on va essayer de vous divertir et d'être là. Et avec moi, une belle équipe, je les présente à chaque fois alors qu'ils changent pas. C'est comme emmener sa meuf chez sa grand-mère Alzheimer. À ma droite, lui on sait pas trop si le foot lui fait du bien ou du mal quand on l'entend respirer comme une cafetière rouillée sur un terrain. Ce qui est sûr, c'est que lui il fait du bien au foot. Val, ça va? Écoute, ça va très bien, Jules, surtout que j'ai une once d'espoir, puisqu'on a fait une émission, et une émission la dernière fois sur la Fiorentina, et la Fiorentina a gagné depuis. Donc nos pronostics peut-être vont commencer peut-être, mais il joue en ce moment là au oui, moment où et on 3-0, enregistre. il mène 3-0. Et 3-0 déjà. C'est pour ça. Ah, magnifique. Magnifique. En face de moi, il a un genou en moins, des soirées de novembre dans le froid d'Auxerre, des milliers d'euros dépensés dans des maillots et une dépression à l'annonce de la retraite de Thomas Kallenberg. Il représente à lui seul l'absurdité d'une passion. Mais pourquoi t'aimes encore le foot, Flo, en fait? Mais je sais pas, surtout que j'ai une révélation ce matin qu'on allait vivre une année sportive bien dégueulasse, bien nauséabonde. On a commencé avec Djokovic et la belle polémique. Là, on a les jeux d'hiver de Pékin, une Coupe du Monde au Qatar, la FIFA et l'UEFA qui font n'importe quoi. Je sais pas, je sens que ça va être catastrophique. Tout est fait pour pas aimer le foot. Non, ouais, exactement. Mais comme je te l'ai dit, comme des cons, dès que le jeu commence, on oublie tout. C'est ça qui est magnifique ou pas. Avec nous en distanciel, alors qu'il aurait pu en 1873 embrasser une carrière de joueur professionnel de jeu de paume, il découvrit lors d'un voyage scolaire au Royaume-Uni le football. Depuis, il ne vieillit plus. Alex, pas trop dur ton Covid? Non, écoute, ça va, j'ai pas de symptômes, je suis tranquille chez moi, tout se passe bien. Et puis, pour aller dans le sens de Val, on avait annoncé que Bordeaux c'était la cata. Bah,
C'est la cata. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. D'ailleurs, je vous encourage tous à aller voir l'interview de Gérard Lopez avant le match contre Rennes, qui est lunaire. Le de chez fameux lunaire. je ne veux plus payer les joueurs. Oui, non, et puis même, en gros, tout va bien. C'est juste que là, il y en a un blessé. Il a passé 5 minutes à expliquer que c'est parce qu'Onana était pas là. Ça, c'est à cause de ça. Ah oui. C'est parce qu'Onana n'est pas là, sinon tout irait bien. Pour ce nouvel épisode, direction Outre-Rhin, chez ceux qui boivent de la bière tôt le matin et gagnent toujours à la fin. On a voulu faire à nouveau un petit zoom, peut-être vous apprendre des trucs sur un club qu'il mérite à nos yeux, de par son histoire originale d'ailleurs cette fois. On vous emmène à Offenheim, petit bled de 3300 habitants qui en 30 ans est arrivé au plus haut niveau du football allemand et a même joué la Ligue des Champions. Ça va donner des idées à Noël Le Graët et à Guingamp peut-être. On va rembobiner le fil pour vous mettre dans le contexte et vous expliquer pourquoi il est intéressant aujourd'hui de suivre l'actuel 3e de Bundesliga. Alors on va passer très très vite sur la création du club, extrêmement classique à la sortie de guerre, avec 2 associations qui se sont mis ensemble, qui ont en fait végété dans les divisions inférieures amateurs du football allemand en 7e ou 8e div si je dis pas de bêtises pendant près de 40 ans. Et on va aller direct en 90 avec l'arrivée d'un homme, celui qui nous intéresse et qui va tout changer, Dietmar Hopp. Ouais, Dietmar Hopp, c'est juste déjà pour vous placer dans le contexte. Aujourd'hui, c'est la 7e fortune d'Allemagne. Donc c'est un mec qui est multimilliardaire et qui est en fait le créateur de la société SAP. Donc les logiciels, donc un petit peu comme Olas avec Cegid, et donc pour le coup c'est ce qui a fait sa fortune, et c'est quelqu'un qui est originaire de ce coin-là, d'Offenheim et de Sinsheim, qui est en fait une des régions ultra dynamiques du sud de l'Allemagne. On n'est pas très loin on est collé à la frontière française, hein, on est à 1h30 de Strasbourg, donc c'est la région le Länder du Bad-Württemberg, qui est une des régions les plus dynamiques d'Allemagne, et qui a découlé notamment qui a fait découler de là énormément de clubs. Donc Dietmar Hopp, lui, il vient vraiment de cette région-là, et c'est via SAP qui va venir investir dans le club où en fait il avait été ancien joueur amateur, mais à l'époque où le club n'avait aucune ambition de professionnalisme, et c'est lui qui, en reprenant le club avec la force financière derrière dans les années 90, a dit je veux faire de ce club amateur qui n'avait aucune ambition à l'époque, je veux en faire un club professionnel. Et les conséquences de ce rachat au début des années 90, elles vont être sportives assez rapidement, puisqu'il va passer donc de la 8e division à la 3e division en moins de 10 ans, donc 5 montées en 10 ans, ce qui est quand même une performance assez notable. Et donc il va arriver au début des années 2000 en 3e division. Là, en gros, très vite pour comparer pour les gens, c'est comme si le petit club de votre bled, parce qu'au fait c'est 3300 habitants, se retrouve en national en 8-9 ans. Quoi. Exactement, ouais. Et puis au bout de 10 ans, il va y avoir des premiers noms qui vont arriver, qui vont être intéressants, notamment sur le banc. Alors à l'époque, il est peut-être un petit peu moins connu, mais l'entraîneur qui arrive à ce moment-là, c'est Hansi Flick, qui redescend quand même d'une division pour pouvoir venir entraîner Offenheim. Et je crois qu'il fait plus de 200 matchs sur le banc d'ailleurs. Donc il reste assez longtemps. Et puis, en fait, il arrive au moment où le club commence à se stabiliser. Alors c'est à la fois une stabilisation qui est intéressante parce qu'après être autant monté de division en si peu de temps, c'est important aussi de réussir à maintenir une certaine continuité. Mais c'est à la fois aussi une petite déception parce que le club va continuer de rester dans cette 3e division, qui vont aussi entre la 5e et la 15e place pendant 3-4 ans. Et donc voilà, donc on est sur un sentiment un peu double où on ne sait pas si on doit se satisfaire ou si on doit espérer mieux pour ce club. Ce qui est intéressant de voir dans cette période-là, c'est surtout qu'en fait, malgré le fait qu'ils végètent, ils font de très belles performances en Pokal, en Coupe d'Allemagne, et on voit déjà, on en reparlera un peu après avec notamment nos années contemporaines, mais on voit déjà une volonté de la direction du club et certainement de Dietmar Hopp d'innover, parce qu'Hansi Flick est très jeune quand il arrive, on fait confiance aux jeunes entraîneurs, on essaye des choses, il y a déjà ce côté chez Offenheim d'essayer des choses différentes. Alex ? Il faut savoir aussi que ils évoluent à ce moment-là dans un tout petit stade. Et pour donner une idée des ambitions de Dietmar Hopp, déjà, il propose aux villes environnantes la construction d'un stade qui ferait 30 000 places, et c'est retoqué parce que, en fait, personne croit vraiment dans ce projet. Il faut savoir, on pour parlait pour des problèmes écologiques aussi. Ouais, aussi c'est vrai pour des problèmes écologiques. Et il faut savoir, on parle, la belle histoire, c'est la petite ville de 330 000, de 3300 habitants. Il faut savoir qu'ils sont quand même à côté, pour être précis, d'une ville de 50 000 habitants, qui a plein de villages environnants, et que le projet, c'est pas juste de partir de nulle part. Il y a quand même une réflexion pour se dire, on va construire un gros club dans la région et il y a du potentiel public, quoi.
au-delà du stade, il a aussi essayé des fusions avec des clubs locaux au fur et à mesure des montées et des promotions. Et en fait, aucun club local a voulu faire de fusion avec le club du TSG Hoffenheim. Et du coup, c'est là où Dietmar Hopp s'est dit il faut absolument que je pousse moi-même et que je continue de plus en plus à investir dans le club. Et en fait, au fil des années, il va se retrouver à investir 150 millions d'euros dans le club. Et quand on parlait du premier stade que lui va faire construire, il va l'appeler directement à son nom, le Dietmar Hopp Stadion. Oui, pourquoi pas. Oui, voilà. Tant qu'à faire. Modestement. Une fois que tu as investi 150 millions, tu peux avoir un petit nom sur ton stade. Et donc Val, tu nous disais que pendant 4-5 ans, voire un petit peu plus, ils végètent dans cette 3e division qui est l'équivalent du national en France. Ils n'arrivent pas à monter, donc le projet, même si c'est quand même pas mal de rester en 3e div, le projet prend un peu de plomb dans l'aile, malgré les bonnes performances en pokal. Notamment, je crois qu'à un moment, ils éliminent Dortmund en quart. Enfin, ils se font remarquer comme ça. Comment ils se sortent de cette situation? À quel moment ils arrivent à passer, entre guillemets, ce plafond de verre, Alex? Le cap, il est passé par l'arrivée de l'homme providentiel et c'est assez hallucinant en fait qu'il signe dans ce club de 3e div alors qu'il sort d'une participation en Ligue des Champions avec Schalke, c'est Ralf Rangnick. C'est un pari osé pour lui parce que faut voir un entraîneur qui serait capable de retourner en Détroit après avoir connu la Ligue des Champions. En tout cas, Rangnick, il arrive au club avec des idées très claires, toujours inspiré du jeu du Milan de Sacchi. C'est lui qui en fait conceptualise à l'époque. On peut dire que la naissance du gegenpressing vient un peu de lui. Donc c'est un jeu très agressif, très peu de touches de balle, récupération rapide. Enfin, on en a déjà parlé dans l'école allemande quand on avait fait un épisode sur Poteau Carré auquel je vous renvoie. Et c'est vraiment lui qui va être le tremplin et qui va permettre à Hoffenheim de passer en 2e div et finalement d'accéder à la première division. Il faut savoir que Dietmar Hopp avait dit lorsqu'on est monté en 3e division, je m'étais fixé 5 ans pour qu'on rejoigne la Bundesliga. Finalement, ça a pris que 2 ans. Ce qui est assez ouf, et c'est ce que Alex disait très bien, c'est qu'en fait, faut bien se rendre compte qu'il débarque de Schalke, donc un des plus gros clubs à l'époque, mais de toute façon un des plus gros clubs historiques allemands, pour débarquer à Hoffenheim en 3e division, qui a jamais joué en pro. Et alors oui, à ce moment-là, il est déjà connu, il a déjà eu ses épopées à Ulm, il vient de Schalke, mais en fait, ce qui lui va vraiment l'intéresser dans le projet, c'est de pouvoir, il le dit, de pouvoir démarrer d'une page blanche, d'une feuille complètement vierge, et lui va pouvoir bâtir tout le sportif, avec en plus les moyens financiers derrière du groupe SAP et de Dietmar Hopp. Et du coup, je refais un petit peu vite fait mon relou pour que les gens se rendent bien compte. C'est comme si aujourd'hui, l'entraîneur de Monaco ou de Marseille allait entraîner un club de national parce qu'on lui proposait un projet excitant. Comme si Sampaoli allait au Red Star. Par exemple. Du coup, la suite, je pense qu'on va revenir un petit peu plus tard sur tout l'impact qu'a eu Rangnick dans ce club en détaillant peut-être un petit peu plus, mais du coup la suite sur le plan sportif est donc un petit peu plus chronologique. C'est donc 2 montées en 2 ans, donc pour arriver pour la première fois en Bundesliga. Une première saison en Bundesliga qui est absolument exceptionnelle, qui est notamment due aux arrivées de joueurs très intéressants comme Dembaba ou Ibišević. Mais donc c'est ce que je disais, la première saison est exceptionnelle. Ils finissent champion d'automne pour la première fois évidemment de leur histoire dès la première année, donc devant le Bayern, etc. Donc c'est la en première 2008-2009, ouais, 2008-2009. C'est la première équipe à réussir à être promue et à finir champion d'automne. Après, il y a évidemment une construction d'effectifs qui est forcément un petit peu limitée par rapport à la Bundesliga, donc il y a un petit coup de moins bien en deuxième partie de saison. Ils finissent 7ème. Mais ça montre déjà tout un aspect hyper prometteur pour ce club. Mais de toute façon, du coup, le parcours sportif de Rangnick sur les 3 premières années, c'est absolument énorme. C'est presque un sans faute. C'est parfait, ouais. C'est presque un sans faute. Et Alex, tu voulais rajouter un truc là-dessus ? Ouais, pour dire à quel point le jeu est attrayant, Dembaba il finit avec 14 buts, Ibišević avec 18 réalisations, et là où tout le monde craignait que... Alors qu'il joue blessé, ouais. Comment ? Alors qu'il rate une partie de la saison pour des blessures, Ibišević. Ouais, c'est ça. Ibišević, en fait, si Hoffenheim s'écroule en deuxième partie de saison, c'est parce qu'il se fait les croisés et que du coup, il est indisponible pour les 6 derniers mois. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que alors que tout le monde prédisait un stade vide qui sonne creux, finalement, dès la première montée, il y a 14 000 abonnés, 26 000 spectateurs de moyenne. Il y a tous les villages du coin qui viennent au stade. Et c'est un club qui est détesté par toute la Bundesliga. Mais il y a quand même une vraie ferveur populaire au sein du club. Ouais, j'allais y venir. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Ibišević, je crois que c'est les croisés d'Ibišević qui permettent à un jeune attaquant prometteur à l'époque de faire ses débuts, c'est Kevin Volland. Ouais, Kevin Volland qui démarre tout jeune. Il y a aussi
aussi Andreas Beck à l'époque dans cette équipe là qui est en défense et qui est un international qui a eu quelques sélections avec l'Allemagne. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, justement. Pour ceux qui connaîtraient pas Hoffenheim et le concept, enfin le contexte en Allemagne, etc., comment on explique que ce club qui finalement, en fait, a plutôt vu de l'extérieur une assez jolie histoire avec un ancien joueur amateur qui vient mettre de l'argent dans son club, qui le fait monter enfin, un entraîneur qui propose un jeu attrayant, des joueurs découverts qui font un parcours de dingue, pourquoi il est aussi détesté que ça, ce club ? Bah en gros il y a effectivement, tu le disais, ces critiques, il y a des scènes qui sont vraiment assez choquantes, comme on avait pu le voir en D2 en Bundesliga 2 quand il y avait le derby de l'Allemagne de l'Est entre Leipzig et Dresde avec la tête de taureau ensanglantée qui avait été jetée sur la pelouse. Il y a une haine envers ces clubs qu'on appelle les Plastic Club en Allemagne, qui sont donc les clubs liés à des entreprises, mais un bel accent allemand, hein. Il est dans le slave, hein, on est pas loin, hein. Sur les prononciations, hein. On n'est pas loin, et en fait qui est en opposition en Traders Vereine, qui sont eux les clubs historiques, donc les Hambourg, Hanovre, Nuremberg, qui eux ont eu beaucoup de difficultés financières et sportives ces dernières années en opposition à ces clubs-là. Et en fait en Allemagne on connaît le modèle du 50+1, on est très attaché aux traditions et on n'aime pas voir des clubs qui plus est liés à des grosses boîtes ou alors à des investisseurs privés arriver un petit peu, pousser comme des champignons et prendre la place de ces équipes-là. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu Wolfsburg qui est monté à la fin des années 90, on a eu Mayence, même si c'est pas exactement le même type d'investisseur, on a eu Leipzig et on a eu Hoffenheim, et c'est ce qui pose vraiment problème. Il y a eu des scènes assez folles sur des matchs, et ça se continue aujourd'hui avec Hoffenheim. Par exemple, un match à Dortmund, je crois que c'est dans les premières saisons où ils sont montés, où les supporters de Dortmund déploient une banderole avec une cible rouge, la tête de Dietmar Hopp dedans, et avec écrit Hasta la vista Dietmar Hopp. Qui est une référence à Terminator. Voilà, on est sur ce genre de provocation. Et il y avait cette scène assez folle il y a deux saisons, il me semble, contre le Bayern, où il y a 6-0, et en fin de match, les supporters du Bayern, qui sont pourtant à l'extérieur, me semble, déploient une banderole avec clairement écrit Dietmar Hopp, fils de pute. Et en fait, les joueurs du Bayern, les dirigeants du Bayern, en discussion avec les dirigeants et les joueurs d'Hoffenheim, vont arrêter le match et ils vont reprendre les 10-15 dernières minutes qui restent en se faisant juste une passe à 10 pour protester contre les injures des supporters. Mais c'est des phénomènes qui reviennent très régulièrement. Les supporters de Dortmund sont interdits de déplacement quasiment tout le temps à Hoffenheim. Il y a vraiment une haine chez les clubs historiques envers ces Plastic Clubs. En fait, c'est plus une haine envers, j'ai l'impression, le dirigeant que vers le club lui-même, parce que c'est vrai que je pense que c'est plus une haine de ce que représente ce mec-là, de l'économie dérégulée, etc., plutôt que juste le club en lui-même qui, pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas trop de haine. Oui, mais c'est là qu'on voit que c'est marrant, parce que les Allemands sont très attachés, on va dire, à leur club dans l'aspect traditionnel du 50+1, parce que vu de l'extérieur, c'est vrai que moi j'ai plus de détestation, on va dire, pour des clubs comme Leipzig ou Wolfsburg, où ça sort de terre avec on va dire des investissements très massifs, qu'un club Hoffenheim, faut pas déconner, je veux dire, ils ont pas gagné le championnat d'Allemagne en 10 ans, ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il est là, le gars, il a investi peut-être 300 millions depuis qu'il est là, on n'est pas sur de l'achat de joueurs de malades, et en plus il propose des choses plutôt intéressantes. Alex, tu voulais réagir sur la détestation d'Hoffenheim en Allemagne ? Ouais, parce que en fait, il y a t'as parlé du 50+1, mais du coup, il y a je pense qu'il y a un sentiment de jalousie des autres clubs où ils se disent, mais en fait, nous, on a une loi, on l'applique, et eux, ils débarquent de nulle part avec un mec qui va injecter des billes. Si on pouvait faire la même chose, bah, on serait encore plus riche. Donc, le premier point, je pense que c'est ce sentiment-là de pas être traité de la même manière par la Ligue. Et d'ailleurs, dans les insultes, avant d'insulter Dietmar Hopp, il y avait aussi un petit pamphlet sur la Ligue allemande. Et dans des termes plus doux, pour compléter ce que disaient Flo et Val, Karl-Heinz Rummenigge, le premier match contre Hoffenheim, il disait: lors du dernier match à domicile de la première partie de saison, nous avons joué contre une équipe nommée Hoffenheim 1899, mais je me demande où se sont-ils cachés pendant 100 ans. Donc, il y a quand même des mecs qui avaient des mots un peu plus travaillés pour dire leur détestation. Et si je finis là-dessus, si le climat s'est aussi apaisé, c'est parce qu'il y a beaucoup de clubs, notamment le Bayern, des clubs censés historiques et donc qui défendaient une certaine pureté financière, qui se sont associés avec le Qatar, et donc bon, il serait un peu de mauvais ton de se mettre à retaper sur Hoffenheim alors qu'ils sont les premiers à prendre des financements étrangers dans leur partenariat. Ok, non mais Alex, tu fais bien de le préciser, parce que je pense que vraiment c'est un peu ce qu'a dit Val aussi juste avant, ce qui énerve vraiment les Allemands en général, c'est qu'il y a un sentiment un peu de triche
et de détourner le 50+1, etc. Il faut bien comprendre que la culture allemande, on est très axé sur les règles. Enfin, c'est eux, je sais plus quel économiste qui avait dit le droit est Dieu. Le droit, c'est non mais vraiment, en Allemagne, le droit, c'est une religion, quoi. Faut appliquer les règles, etc. Donc ça énerve qu'il y en ait qui prennent des coursives pour esquiver ces règles-là qui sont instaurées et qu'eux respectent et pas les autres. Les mecs qui travaillent jamais au rouge au passage péton, quoi. Jamais, mais moi je l'ai fait là il y a pas longtemps, je suis en Allemagne, je l'ai fait. Bon, ils m'ont rien dit parce que j'ai une carrure assez imposante, mais je sentais que ça bouillonnait. Pour avancer du coup un petit peu dans la chronologie, les gars, donc du coup là on en est à cette première saison qui est vraiment sympa pour un promu de finir 7ème champion d'automne avec Hansi Flick. On se dit que ça va faire remonter là. Avec Ralf Rangnick. Ah oui, j'ai dit quoi? Hansi Flick. Oui, avec Ralf Rangnick, pardon. Et donc là, on se dit que ça va dérouler. Ouais, bah ça va dérouler. Le problème, c'est que y a une tension qui va monter entre les dirigeants et Ralf Rangnick, probablement aussi dû au certain succès de Ralf Rangnick et du coup l'évolution du club. Peut-être que les attentes n'étaient plus les mêmes à ce moment-là et du coup Ralf Rangnick va partir du club, va démissionner. Et là, on va rentrer dans une période un petit peu plus creuse pour le club. On est en 2010 ou 2011, je sais plus exactement à ce moment-là. Ouais, c'est ça, saison 2010-2011. Voilà, là, on va pas enchaîner, mais il y a une bonne valse des entraîneurs là. Et là, il y a une bonne valse, ouais, avec des résultats plutôt décevants, mais je crois qu'ils vont enchaîner 5 ou 6 entraîneurs entre 2011 et 2015 ou 16 avant l'arrivée de Nagelsmann justement, avec deux saisons où ils frôlent la relégation. Notamment, il y a un match absolument exceptionnel, je vous conseille d'aller voir le rendez-vous le résumé en 2012-2013 je crois, où le club joue son maintien à la dernière journée et se déplace à Dortmund qui est tout récemment finalisé avec des champions, et ils sont menés 1-0 à la 75e minute, ils marquent 2 penaltys et ils finissent par se qualifier pour le barrage où ils se qualifient ensuite. Et ce qui nous a marqué nous à notre époque, etc., c'est aussi surtout ce barrage contre Kaiserslautern, enfin moi en tout cas je l'ai regardé, qui était épique. C'est ça dont tu voulais parler, Flo? Non, je voulais juste parler, Val parlait très bien des tensions qu'il y a eu avec Ralf Rangnick qui décide de partir en 2011, dans la saison 2010-2011. Il y a aussi beaucoup des joueurs de la première génération de Bundesliga qui ont percé, qui vont s'en aller. Il y a Dembaba qui va s'en aller du côté de Newcastle, il y a Ibisevic qui va partir aussi, et il y a surtout Luis Gustavo qui est le taulier du milieu qui débarque du Brésil, qui explose et que tout de suite le Bayern va aller chercher, qui part en 2011, et c'est, comme disait Val, c'est ce qui va amener ensuite au déclin sportif du club, renforcé évidemment par le départ de Rangnick, et qui va conduire à ce barrage contre Nuremberg. Et d'ailleurs, ça qui se passe, que je crois que la deuxième année après Rangnick, il me semble que en fait ils sont premiers au bout de 4 journées et Gustavo se barre fin août, et que là ça chute complet. Et donc du coup, pour continuer la chronologie, juste avant que l'embellie arrive, on se dit que le projet du gros plan L, quand il y a ce barrage contre Kaiserslautern, qui d'ailleurs, soit dit en passant, il y avait eu beaucoup de tensions dans ce barrage là parce que Kaiserslautern est un club très historique en Allemagne, c'est un des traditionnels des clubs historiques. Exactement, et eux ils considéraient qu'ils n'avaient pas joué ils n'avaient pas joué leur place en Bundesliga contre un plastic club. C'est ça. L'accent est pas mal ou pas? Non, ça va. Beaucoup moins bien. Et donc on a ce barrage épique avec notamment un énorme certain Roberto Firmino, qui fait un match aller-retour incroyable et qui va se révéler à Hoffenheim, qui arrive aussi un petit peu dans la continuité de la politique qu'avait mis Rangnick. On sait que Rangnick c'est là où je voulais en venir. Je t'ai coupé. Non mais vas-y sur les joueurs qui vont chercher, notamment les Dembaba, les Ibisevic. Roberto Firmino fait partie de ça. Non mais au-delà de ça, Rangnick a toujours eu une politique, que ce soit à Hoffenheim et même après à Leipzig, de recruter des joueurs très jeunes, parce que c'est des joueurs qui sont pas encore formatés exactement, dans leur jeu, et Rangnick estime que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent apprendre le plus, apprendre différents systèmes, apprendre différentes façons de jouer, et du coup il y a déjà cette continuité, cette politique qui est mise en place d'aller chercher des joueurs très jeunes, et en plus à l'époque il y a une espèce de filière brésilienne qui se met en place naturellement avec Luis Gustavo et Firmino, et puis avec Carlos Eduardo aussi, et du coup c'est à ce moment-là un petit peu plus tard, que Roberto Firmino arrive, et en effet il va être déterminant dans la survie du club, dans ce barrage, et puis même dans les saisons d'après, avant de signer à Liverpool. Val parlait à très juste titre de la filière brésilienne et du recrutement de très jeunes joueurs. On développe effectivement énormément de jeunes joueurs à cette époque-là. Donc il y a Firmino, il y a Kevin Volland, il y a Anthony Modeste qui débarque de Cologne, je crois, à ce moment-là, ou peut-être directement de France, mais qui est encore un jeune joueur à ce moment-là. Il y a Sébastien Roudy qui s'impose au milieu, qui va devenir international. Il y a Niklas Zule qui est formé au club, je crois, qui arrive en post-formation. Et en fait, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on développe énormément de jeunes. On a une très bonne cellule de recrutement. Les autres clubs allemands voient ça d'un très bon œil et vont pas hésiter à eux-mêmes prêter des joueurs à Hoffenheim
Hoffenheim, notamment le Bayern. Il y a Chris Richards actuellement qui appartient au Bayern, l'américain, qui est prêté à Hoffenheim, mais plus anciennement, il y a eu Serge Gnabry qui avait été payé, qui avait vraiment prêté et qui avait vraiment explosé du côté d'Hoffenheim. Et encore plus anciennement, je crois qu'on est en 2009 ou en 2010, c'est David Alaba qui est prêté une saison du côté d'Hoffenheim. Donc il y a vraiment une sorte de tradition et aussi. même pas que les clubs allemands, hein. C'est une vraie tradition. Ils vont chercher même des Reiss Nelson qui avait fait une très bonne saison là-bas. Ils vont chercher les joueurs anglais. Ils aiment beaucoup ça. Et celui qui va perpétuer cette tradition et qu'on a presque l'impression que c'est un peu le fils traditionnel de cette école des coachs allemands, c'est Nagelsmann, Alex. Ouais, complètement. Et en fait, Flo a d'autant plus raison que Hoffenheim, il est carrément qualifié de club laboratoire. Et il n'y a pas que les clubs qui voient ça d'un très bon œil. Il y a aussi la fédération qui se dit que c'est génial pour la sélection de mettre en place un tel système de formation. Et donc, dans cette saison 2016-2017 arrive Nagelsmann, tout le monde le connaît, mais bon, il a quand même que 21 ans au moment où il signe. Ça dit aussi beaucoup du courage de Dietmar Hopp quand même de miser sur des mecs très jeunes comme il l'avait fait précédemment. Quand c'est 28 ans Nagelsmann quand il arrive, non? C'est ça, ouais, 28 ans. Ouais, 28 ans précisément, ouais. Et quand il arrive, en fait, c'est un mec qui a pas pu finir sa carrière à cause de blessures et qui a côtoyé un certain Thomas Tuchel avec qui il a beaucoup appris. Et il va mettre en place en fait tout ce qui est il va en fait pousser à l'extrême tout ce que Hoffenheim avait commencé à mettre en place, à savoir utiliser des technologies dernier cri. On pourra vous le détailler tout à l'heure, mais on parle d'écrans comment dire. Du coup, tu le détailles maintenant, mais on va en parler juste après, Alex. Du coup, simplement pour finir la chronologie, pour que les gens se rendent compte de l'ascension d'Hoffenheim entre guillemets, c'est que sous Nagelsmann, quand ils arrivent, ils font quand même une saison où ils finissent 4e, donc là ils sortent de l'invitation. Ils se font taper en barrage par Liverpool. C'est le match où Trent Alexander-Arnold explose. Exactement. Donc ils se font une saison en Europa League et la saison d'après ils finissent 3e et sont qualifiés directement avec des champions. Ouais. Pour les supporters français de clubs français, on se souvient de la double confrontation qu'il y avait eu contre Lyon notamment, où je pense qu'on était tous, moi personnellement j'étais assez subjugué du jeu qu'avait proposé Hoffenheim, et ils n'avaient pas eu beaucoup de chance, que je crois qu'ils avaient fini au final dernier de leur groupe, mais en proposant vraiment du contenu. Et donc du coup on arrive aujourd'hui à un club maintenant qui va jouer les places européennes plus ou moins tous les ans en Bundesliga, alors que finalement les investissements sont pas si conséquents que ça au niveau des investissements. On n'est pas là à claquer des 80 millions sur des joueurs. Non. Donc d'où ce club arrive, on va dire entre guillemets, à pérenniser ce jeu et ce haut niveau finalement. Alex avait commencé à en parler. C'est un club qui est révolutionnaire et c'est pas, en fait, c'est clairement très logique. C'est que donc Dietmar Hopp, qui est le propriétaire du club, a fait fortune dans les logiciels. C'est un mec qui est très branché data, très branché côté scientifique, et il va se dire je vais transposer ça au football pour aider mon club à se développer. Et Alex le disait très bien, c'est considéré comme un club laboratoire. Même la DFB, la fédération allemande, va beaucoup s'intéresser et financer les projets qui sont là, qui sont aussi présents, financés par le club directement d'Hoffenheim, mais aussi par la fédération et par le groupe SAP. Il y a une dizaine de logiciels différents qui sont mis à disposition de ça, et c'est là que va naître la création du TSG Research Lab, qui est le laboratoire littéralement de recherche lié au football, qui fait énormément de choses très intéressantes. Et par exemple, on parle de clubs laboratoires, les clubs, les Traditionsvereine, donc les clubs vraiment historiques qui voient ça d'un mauvais œil, le côté data très scientifique, eux vont appeler ça des clubs éprouvettes et vont être plutôt anti cette façon très scientifique de voir le football. Et il y a beaucoup de spécialistes qui le disent. C'est des gros réacs, les autres clubs allemands. En fait. C'est assez fou. Il y a vraiment une haine qu'on connaît assez peu en France. Sauf Dortmund, en vrai. Dortmund était. Enfin. Ah si, parce que déteste Hoffenheim. Non, mais il y a une haine de Dortmund, il y a une haine de Hoffenheim, mais par contre, ils ont pas trop ce côté-là très conservateur, et ils sont quand même assez précurseurs aussi sur la question des technologies. Ils s'en sont beaucoup inspirés, notamment Klopp. Ils ont les mêmes outils, ouais. Ils ont les mêmes outils, et notamment Klopp, qui, quand il a affronté Rangnick, qui était révolutionnaire avec son gegenpressing, on est en 2008 ou 2009, il prend un 4-1 en début de championnat par Hoffenheim avec son Dortmund, et il dit ok les gars, maintenant c'est comme ça que je veux jouer, c'est comme ça qu'il faut jouer. Hoffenheim qui prend 5-0, non 4-1. C'est un 4-1, ouais. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte de comment il faut jouer. Et on parlait de certains outils. Il y a le Football Note, donc c'est cette salle d'entraînement qu'on voit aussi à Dortmund. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a comme outil? Qu'est-ce qu'il y a de si révolutionnaire que ça, du coup, dans le concret à Hoffenheim? Donc il y a ce Football Note qui est une sorte qu'on voit beaucoup sur les vidéos, sur les réseaux sociaux à Dortmund, mais qui à la base a été créé pour
Offenheim. C'est une salle d'entraînement, une sorte de petite salle avec un gazon synthétique, ultra connecté, avec un robot qui envoie des passes à une vitesse folle et il faut faire contrôle-passe dans 72 cibles lumineuses différentes. L'idée, c'est qu'il y a une cible qui s'affiche et il faut le plus rapidement possible que le joueur prenne l'information, soit réactif pour faire une passe millimétrée dans la box. Donc ça, c'est un des nombreux outils. Il y en a plein d'autres qui permet aux joueurs. Bon, on est un peu en train de robotiser les joueurs quand même. Ça me glace un peu le sang, mais c'est vrai que quand même sur le concept, c'est intéressant de voir jusqu'où on va pour la performance. Après, il y a aussi là, c'est vraiment une machine qui est utilisée pour améliorer les performances physiques et à la fois aussi d'intelligence de jeu. Mais il y a une autre machine qu'ils ont mis au point là qui vient tout juste de sortir. Enfin, ils en avaient sorti une première version qu'ils appellent Helix. En fait, c'est une espèce de salle disposée à 180 degrés avec plein d'écrans géants. Et qui est en gros un outil d'aide à la prise de décision sur des situations de jeu. Et ça, ils l'ont fait évoluer là. C'est devenu maintenant une vraie salle à 360 degrés. Et ça, c'est une idée qui était très intéressante, qui était venue à la base du terrain, puisque l'entraîneur de l'époque, je crois que c'était déjà Ralf Rangnick, disait... Juste une précision, j'ai pas exactement compris ce que c'était que cette salle-là. Alors, c'est un truc à 180 degrés qui fait quoi exactement ? Initialement, c'était un truc à 180 degrés où en gros, il y avait des situations de jeu pour les joueurs et ils devaient prendre des décisions en fonction d'une animation qu'il y avait sur des joueurs. Et qui sont renvoyés en image 3D pour vraiment avoir un côté immersif pour le joueur. Et ça, à la base, c'était un truc 180 degrés. Comme là, ils en ont fait une vraie salle. Un simulateur de football, quoi. Voilà, et ça, ils en ont fait une vraie salle à 360 degrés. Et ce que je disais, c'est que c'est parti d'un constat qui était très intéressant où Rangnick disait que le football va plus vite aujourd'hui. Et du coup, première chose qu'ils ont fait une analyse de données pour savoir si c'était un fait qui était véridique. C'était vrai, en effet. Du coup, ils se sont posé une autre question qui était de savoir est-ce qu'il est possible de rendre les joueurs plus rapides ? Et donc là, ils se sont posé les questions, comment est-ce qu'on peut rendre les joueurs plus rapides ? Et donc ce qu'ils ont été faire, c'est qu'ils ont été voir des centres de rééducation auprès de personnes qui avaient fait des AVC ou auprès de personnes qui avaient des pertes de capacité physique et moteur, pardon. Et ils se sont renseignés, ils ont trouvé un jeu qui était très utilisé dans ce secteur-là et qui permettait de relancer un petit peu justement les capacités cognitives des gens. Ils l'ont adapté avec leur logiciel, là, enfin une partie des logiciels SAP. Et maintenant, c'est un des logiciels Helix qui est un truc qui n'a rien à voir avec le foot, qui est complètement hors foot, pour justement améliorer les capacités cognitives des joueurs et les rendre plus rapides à terme. Et justement, c'est marrant parce que c'est un vrai sujet d'hyper-professionnalisation du football et d'usage de la data dans tous les sens, comme on en a parlé avec Philippe Doucet. Et ben eux, ils font un petit peu une critique de ça. Aujourd'hui, ils disent que tu peux, par exemple, tu as plein de statistiques sur l'aspect physique, tu peux mesurer la distance et le nombre de sprints, par exemple. Mais pour comprendre ces stats, il faut aussi comprendre pourquoi un joueur n'a pas couru assez vite, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu ce temps de réaction-là à ce moment-là. Et donc, il faut aussi étudier les capacités cognitives. Si tu étudies que les capacités physiques sans prendre en compte les capacités cognitives, tu peux pas comprendre ses capacités physiques. Donc voilà, c'est une espèce de critique et justement je trouve que ça apporte encore un sujet plus intéressant comme on l'évoquait avec Philippe Doucet. Ça c'est passionnant parce que du coup, on voit que vraiment le club est adossé en fait à la société mère de Dietmar Hopp qui est SAP en fait, qui leur permet en fait un appui technologique incroyable. Et du coup juste une question en termes d'innovation, moi je trouve ça trop cool de voir. Enfin, je suis pas forcément fan de l'application dans le concret, mais je trouve ça trop cool de voir en tout cas des gens qui réfléchissent, qui vont dans des centres de rééducation pour chercher d'autres solutions en dehors du foot. Ça, je trouve ça génial. Et du coup, là, tout ce que vous me racontez depuis le début, genre le premier truc qui a été fait dans le premier club machin, c'est Offenheim. Tout ça. C'est le premier à avoir vraiment un laboratoire dédié au foot qui a été créé. Tous ces outils dont vous me parlez, c'est eux les premiers à l'avoir fait. C'est quand même incroyable que dans un seul petit club comme ça, il y a eu ça. Et c'est pour ça que la DFB, la fédération, a vraiment appuyé aussi ce côté-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a aussi énormément d'autres logiciels qui sont utilisés. Il y a ce fameux écran géant qu'on avait vu tous, notamment sur une séquence avec les joueurs jouant à FIFA, mais en fait c'est un écran géant qui fait 40 mètres carrés, qui est installé à côté du terrain principal au centre d'entraînement, et où directement il est relié aux 4 caméras qui sont installées sur des tours de contrôle à 15 mètres de hauteur, et directement les coachs et Nagelsmann à l'époque pouvaient gérer de la tablette ce qu'ils voulaient voir sur l'écran, arrêter l'entraînement pour dire aux joueurs, là regardez votre placement, ce week-end l'adversaire va jouer comme ça, il va falloir que nous on s'adapte tactiquement sur le placement, sur ce décalé de 5 mètres avancé, et c'est énormément d'outils qui servent. Et aujourd'hui on en est à un point où dans le football allemand d'autres clubs et la fédération sont intéressés à ça, mais à tel point qu'aujourd'hui il est improbable qu'un entraîneur qui n'a pas cette sensibilité scientifique pour la data ne sera jamais pris à Offenheim. Aujourd'hui c'est clairement un prérequis pour être pris à Offenheim, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils vont faire confiance parfois à des coachs
moins réputés, mais parce qu'ils sentent la sensibilité de Oui, ces et coachs. puis même ça les suit après. Je crois que Nagelsmann, c'est un des premiers trucs qu'il a fait au Bayern, d'installer Exactement. cet énorme écran géant aussi, etc. Bon, lui, il me fait un peu peur, Nagelsmann, avec cette histoire d'oreillette là sur le terrain, on en parlait tout à l'heure. Lui, Par moi, exemple, Oscar Garcia, quand il a fait son très bref passage à Saint-Etienne de 4 mois, avait fait installer ça parce que lui, dans le groupe Red Bull à Salzbourg, il l'avait. non mais ça fait peur, mais c'est intéressant aussi de tenter de travailler le football de cette manière-là. Alex, tu voulais rajouter un petit dernier truc sur les innovations d'Offenheim, après on va avancer. Ouais, non, mais surtout pour prendre en fait un peu de hauteur vis-à-vis de tout ça, il faut partir du postulat de base que Hoffenheim ils sont défavorisés vis-à-vis des autres parce que pas d'histoire, parce que moins d'argent, parce que machin, et donc ils ont dû mettre en place des systèmes qui leur permettaient d'exister sans en fait utiliser ce que tout le monde faisait auparavant. Et là où les plastic clubs sont vachement critiqués, si vous regardez la liste des entraîneurs et des philosophies de jeu, le renouveau de l'Allemagne, il s'est fait grâce à ces clubs. Il s'est pas fait grâce au Bayern, il s'est pas fait grâce à, si, avec Dortmund après, mais Tuchel avait fait ses armes avant, Klopp et Tuchel avaient fait leurs armes avant dans ces Bah, c'est petits clubs. clairement. Et en fait, vas-y, Flo. C'est clairement, effectivement, tu le disais, c'est clairement, il y a 4 clubs qui ont fourni en entraîneur ces dernières années la Bundesliga. C'est Mayence, c'est Hoffenheim et c'est Salzbourg et Stuttgart aussi un peu. Et c'est les deux du groupe Red Bull avec Leipzig et Salzbourg. Et même le Bayern a dû s'adapter parce que quand ils perdent les deux titres contre Dortmund, croyez-moi que les mecs étaient un peu en panique en se disant mais qu'est-ce qui est en train de devenir le foot allemand? Donc en fait, c'est des clubs qui sont détestés, mais c'est peut-être eux paradoxalement qui ont le plus contribué à l'évolution du foot allemand et à l'école des coachs allemands qu'on connaît aujourd'hui. Donc tu es en train de nous dire, Alex, qu'on doit remercier à genoux le grand capital de nous offrir de jolis coachs de foot. Val, tu voulais réagir une petite dernière fois là-dessus, et puis après on essaye d'avancer un petit peu. Ouais, je voulais juste revenir une petite dernière anecdote pour prouver que l'arrivée de Rangnick a vraiment révolutionné l'approche au niveau professionnel, parce que à l'époque en Allemagne c'était un peu comme nous aujourd'hui en France. Pour pouvoir rentrer dans le monde du football professionnel, il fallait déjà faire partie du monde professionnel. C'est-à-dire que si tu n'avais pas le passé de joueur, et ben tu pouvais pas évoluer et arriver dans le monde professionnel. Et Rangnick, lui, son objectif principal, c'était justement d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres secteur d'activité. Déjà à l'époque, du coup, Hoffenheim, c'était un club qui s'appuyait déjà beaucoup sur la formation, et un de leurs gros enjeux, c'était de savoir quels joueurs pouvaient être surclassés des U17 aux U19. Donc quels joueurs pouvaient être surclassés pour pouvoir intégrer encore plus rapidement les groupes professionnels à terme. Et donc l'idée, c'était de savoir s'il y avait des données qui permettaient de définir ça plus facilement. Et du coup, ils ont commencé à récolter des données. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit on ne sait pas quoi faire de ces données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler un data scientist du groupe de SAP, justement. Et le mec a été les voir, il leur dit oui, ça c'est super facile. Moi, je vous le fais en 2 jours. Le mec, il a pris les données, il a fait tout un système d'analyse. Et 2 jours après, ils ont sorti un système de mise au point des joueurs pour savoir lesquels étaient les plus à même de passer des U17 à U19 en étant surclassés. Donc pour Hoffenheim, heureusement en fait que l'entreprise de Dietmar Hopp c'était SAP et pas une entreprise de tracteur ou autre. Ça les a quand même pas mal aidés à l'avenir. Du coup, on va essayer de revenir un peu plus dans l'actualité, les gars, pour emmener les gens, on va dire, à avoir envie de regarder ce club-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le Matrix TSG Hoffenheim aujourd'hui est 3e? Est-ce que c'est que grâce à ça, ou est-ce que aussi peut-être que le coach actuel, peut-être que les joueurs actuels fait qu'aujourd'hui on est sur une sacrée dynamique parce qu'ils sont 3e de Bundes? Visiblement, tous les observateurs, alors on a regardé quelques matchs de Hoffenheim évidemment cette année, mais peut-être pas assez pour pouvoir produire une analyse tactique assez poussée, donc on va pas dire énormément de conneries, on va s'appuyer un peu sur ce qui se dit dans le monde du foot, mais tous les observateurs disent visiblement qu'il y a un très bon boulot qui est réalisé par le nouvel entraîneur qui est Sébastien Hoeneß, que certains connaissent peut-être comme... J'aimerais bien que Sébastien Hoeneß soit Flo qui le dise. Sébastien Hoeneß. Ah ouais. C'est comme ça qu'on dit. Non, C'est comme ça. Non, je pense que ça ne se dit pas comme ça parce que je crois que le B qui remplace le WS, c'est pas. Ça ressemble plus à du portugais qu'autre chose. Ouais, donc il y a un gros boulot. Il y a un gros boulot de Sébastien Hoeneß. C'est pas n'importe qui ce gars-là. Et voilà, c'est qui ce gars-là justement? C'est le neveu d'Uli Hoeneß, donc légende du football allemand du Bayern Munich, président d'honneur qui est passé par la case prison. Si c'est le neveu du Lyonnais, il doit bien maîtriser les petits espaces rapport au parloir. Ah oui, si, ce que je veux dire. Oui, on peut aussi détendre l'atmosphère un peu. Oui, Là, voilà. Ça va me casser les couilles avec vos histoires de data scientist et de chiffres, etc. Donc on a le droit de faire de la blague un peu potache. Donc c'est le neveu de Uli Hoeneß. Aujourd'hui, il a juste 39 ans, Sébastien Hoeneß, mais il a toujours eu un peu cette étiquette de mec protégé ou plus ou moins mis à des postes
à des postes un peu en mode strapontin parce que parce qu'il a un nom qui résonne dans le football allemand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mec qui, encore une fois, comme un Nagelsmann ou comme un Tuchel ou comme un Klopp, ne va pas avoir une carrière au haut niveau, qui va jamais jouer en première division. Il est pas bien vieux. Il est pas bien vieux, il a que 39 ans aujourd'hui et il va rapidement se diriger sur le côté coaching. Il va passer par les catégories de jeunes du Leipzig, du RB Leipzig. Il va ensuite, donc, il va faire la connaissance de Rangnick à ce moment-là. Il doit être content, son oncle et son père, qu'il fasse un parcours Plastic Club. Justement, il revient au Bayern ensuite. Ah, okay. Il va s'occuper des U19 puis de la réserve. Là, il va réussir l'exploit d'être champion avec la réserve en D3. Donc la D3 allemande, c'est professionnel. Le Bayern ne peut pas monter plus haut, donc il reste évidemment D3, mais il est champion avec cette réserve-là, avec beaucoup de jeunes. À cette époque-là, il a Musiala, il a Chris Richards. Donc c'est lui qui va participer au développement de ces jeunes-là. Donc là, il va aussi travailler en collaboration avec Guardiola et avec Flick. Et en fait, tout son parcours, il va le construire en travaillant avec Rangnick, avec Guardiola, avec Flick, en s'inspirant d'eux. C'est ce qui va le forger en tant qu'entraîneur. Et après cette saison de champion en D3 avec la réserve du Bayern, en fait, il va être directement contacté par Hoffenheim pour prendre la suite. C'est intéressant comme que même en Allemagne, même les parachutés entre guillemets passent quand même par les cases des jeunes, etc. pour apprendre. Donc on voit un petit peu mieux son parcours à ce bon Sébastien. C'est quoi l'effectif de Hoffenheim aujourd'hui? Ils ont un effectif de 3e de Bundesliga, parce que quand on voit le Bayern, Leipzig, très largement. Sincèrement, franchement, objectivement, quand on a regardé l'effectif dans le détail en préparant cette émission, à part 3-4 joueurs qu'on connaît, parce que nous on est des suiveurs en toute humilité assez assidus du football, franchement le grand public ne connaît aucun joueur, surtout que après la Bundesliga, Kramaric peut-être, oui, Kramaric c'est probablement le seul qui a peut-être une réputation un petit peu internationale, mais c'est vrai qu'ils sont absolument pas un effectif. Mais à part ça, il y a quand même, ça leur empêche pas d'avoir des très bons joueurs, hein. Après, je pense que si tu poses la même question à un Allemand de est-ce qu'il connaît l'effectif du RC Lens, il va te répondre pareil. C'est ça. C'est aussi peut-être des joueurs qui sont pas très suivis aussi en France et dont on parle un peu moins. C'est pas des grands joueurs, c'est pas des mecs qui sont des internationaux dans des grandes équipes nationales non plus, mais par contre c'est des joueurs costauds dans leur championnat. On a donc Chris Richards qui est tout jeune, qui est en prêt, mais on a surtout ce milieu qui est très dense, avec surtout sur très bons joueurs qui s'appuient. Exactement, on a Baumgartner qui est la solidité, qui est le joueur autrichien, qui est international autrichien titulaire avec l'équipe d'Autriche, et on a surtout un qui aujourd'hui est à la CAN, donc si vous regardez un match demain vous n'allez pas le voir ou ce week-end, ou alors regardez-le avec le Mali, c'est Sama Sekou qui est réellement monstrueux dans ce milieu-là. Ouais, c'est très intéressant, c'est une équipe qui fonctionne très bien sur la cellule de recrutement. Pardon, excuse-moi, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est des joueurs qui sont épiés un petit peu par tous les départements d'analyse, de recrutement, etc., qui sont assez fournis à Hoffenheim. C'est la continuité de ce qu'on disait avec Rangnick, d'aller chercher des joueurs un peu assez jeunes et assez. On l'avait vu avec la post-formation aussi, sur le côté. On a parlé de Ibisevic, de Dembaba, de Roberto Firmino, même sous Nagelsmann, on a vu sortir des mecs comme Joel Linton, avoir des prêts un peu couillus. Amiri, on a vu aussi Schulz qui est parti à Dortmund après, le latéral gauche. C'est quand même un sacré vivier Hoffenheim, et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler et qu'on vous encourage à checker cette équipe-là, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de voir des jeunes qui vont aller dans des plus grosses écuries à l'avenir et jouer certainement en Ligue des Champions. Tu voulais rajouter un petit truc, Alex ? Non, mais juste pour clôturer le truc, c'est que c'est un peu comme Midtjylland, quoi. Et je dois très mal prononcer le nom de ce club, mais c'est du recrutement data. Donc effectivement, il y a une base de paris, mais ils vont quand même se renseigner sur le caractère du mec, voir qu'il colle trait pour trait à ce que va demander l'entraîneur au poste auquel il veut jouer. C'est ce qu'on explique à chaque fois quand on parle des clubs qui travaillent bien, c'est qu'en fait là où on se dit c'est un pari, c'est osé, c'est risqué, oui, il y a une part de risque comme tout transfert, mais c'est un risque qui est minimisé le plus possible grâce aux outils qu'ils ont mis en place, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Alex, et on voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui émergent comme ça. Tu parlais de Midtjylland, il y a Brentford en Angleterre qui est très axé sur la data, même aussi. Propriétaire que Midtjylland. Ouais, bah oui, même propriétaire. Mais je crois que Nice est en train de mettre aussi une grosse cellule de recrutement. Enfin, de toute façon, on va par Toulouse là, aussi. A priori, de toute façon, on va pousser par là. Toulouse, non, exactement. Non, mais et même de manière plus globale, je pense que les clubs sont en train de prendre conscience que cette hyper professionnalisation du football va faire dépendre leur business model, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tellement de clubs qui vont devoir innover et qui vont devoir apprendre à bien travailler pour pouvoir s'en sortir financièrement, notamment avec la crise Covid, etc. Et ça se voit aussi dans la culture générale, dans la culture foot de manière un peu plus générale. Quand on voit le bouquin je pense que tout le monde n'en a pas entendu parler, mais nous qui suivons un peu le foot, le bouquin de Raphaël Cosmidis, de Julien Maumont, et qui vient de sortir là, Comment gagner un match de foot, où ils expliquent tous les aspects
alors pas forcément, faut pas tout mettre en place pour que ça fonctionne, mais ils ont été chercher les meilleurs kinés de chaque club, ils ont été chercher les meilleures vidéos, les mecs qui regardent les vidéos. Ils ont été chercher les meilleurs recruteurs, les meilleurs analystes, etc. Donc voilà, c'est un truc qui est en train de rentrer dans l'idée générale de comment construire un vrai club de foot et comment réussir à faire du bon boulot. Par rapport, on va dire, aux boîtes en général, les clubs de foot sont presque en retard technologiquement. Enfin, ils sont restés très longtemps conservateurs. Ok, bon, bah, en tout cas, on espère vous avoir fait aimer l'un des clubs les plus détestés d'Allemagne. Au moins, vous avoir donné envie d'aller voir ce qu'ils font de plus près, suivre leurs matchs et leur évolution dans les prochaines années, au moins les prochains mois. On espère pas trop leur porter la poisse par rapport aux autres équipes dont on a parlé, qui ont enchaîné des périodes de disette juste après notre émission. Et puis si jamais ils gagnent avec des champions dans 5 ans, et ben au moins vous l'aurez su les premiers. Maintenant on va passer à vos chroniques, les gars. Donc Alex, juste avant d'être trop dans le mal à cause du Covid, tu voulais nous parler d'un club qui lui aussi semble être à bout de souffle, un peu comme toi. Et ouais. Ça c'est du lancement. Ouais, pour tout vous avouer, je vais vous parler de la Juve et en commençant ma chronique, je me suis dit que j'allais taper sur Allegri et finalement, en énumérant les faits, j'ai l'impression que le mal est beaucoup plus profond. Alors Allegri, vous savez que c'est un entraîneur que je porte pas dans mon cœur à cause du jeu qu'il propose. On est quand même obligé de lui reconnaître son palmarès. On parle quand même d'un monsieur qui a emmené la Juve 2 fois en finale de Ligue des Champions en 2015-2017, qui a gagné 6 Scudetti en 2011 avec le Milan et 5 d'affilée avec la Juve de 2015 à 2019. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. En fait, si j'ai des ressentis vis-à-vis de cet homme, c'est surtout parce qu'il prône la non-prise de risque. C'est un peu le football à l'ancienne, avec un manque d'ambition, et je trouve que cette année, c'est particulièrement flagrant. On peut ajouter les déclarations qu'il a fait, pas franchement emballantes, ou toujours à défendre son jeu justement défensif, ses prises de bec avec Sacchi à la télé italienne, et un manque de modestie assez frappant. Enfin bref, le combo parfait pour que je détourne les yeux quand on parle de lui. Mais qu'importe, ce que je veux vous dire, c'est que si la Juve est 5e en championnat et que le début de saison est un peu compliqué, à mes yeux, c'est pas de la faute d'Allegri. Et on va plutôt se pencher sur la direction sportive et les choix de recrutement qui ont été faits ces dernières années et surtout évidemment le choix d'être allé chercher Cristiano Ronaldo en 2018. Je vais pas faire durer le suspense éternellement, pour moi le péché originel, il est là. Précisément à ce moment où Ronaldo arrive à la Juve. J'ai aucun reproche à faire à Ronaldo sur son passage à la Juve. Il a été pris pour gagner la Ligue des Champions. Ils y sont pas arrivés, mais si on enlève son match retour contre Porto, il a toujours répondu présent, que ce soit contre Lyon ou contre l'Ajax. On peut citer ses stats, 101 buts inscrits en 134 matchs. Je pense que bon, ça parle pour lui. Il n'empêche que la Juve a pas passé le cap des quarts de finale. Et en fait, la question qui est décisive, à mon avis, pour expliquer la situation de la Juve, c'est est-ce qu'elle avait les moyens de se payer Ronaldo? Est-ce qu'ils se sont pas trompés au moment du transfert en surestimant les retombées économiques? Ils avaient tablé sur une augmentation des droits télé, les droits ont diminué. Ils espéraient une explosion des contrats de sponsoring, ça a augmenté, mais pas assez pour couvrir les 31 millions nets annuels du salaire du Portugais. C'est simple, en un an après l'arrivée de Ronaldo, la Juve annonçait une perte de 39 millions d'euros, alors que sur les 3 années précédentes, les comptes étaient dans le vert. Pire, en 2020, et la crise du Covid n'a pas aidé, ça on va pas se mentir, ils tablaient sur des pertes de presque 90 millions d'euros. Pour résumer tout ça sur le plan sportif, et je terminerai là-dessus, on est passé d'un milieu de terrain en finale de Ligue des Champions Pogba, Vidal, Marquisio, Pirlo en 2015 à Betancourt, Matuidi, Pjanic l'année où ils font la Ligue des Champions avec Ronaldo. Ils ont bricolé, ils ont essayé de faire venir Ramsey libre, Rabiot libre, ils ont fait un échange bidon Arthur Pjanic dont on a déjà parlé. Mais il faut pas se tromper, si la Juve galère cette année, c'est pas seulement à cause de son entraîneur, même s'il a ses torts, c'est surtout de la faute de dirigeants qui, entre Ronaldo et la Super League, ont eu les yeux plus gros que le ventre. Merci Alex, c'est vrai que de toute façon personne ne va te contredire là-dessus, la Juve fait peine à voir en ce moment. On va dire que les dirigeants nous encouragent pas à les aimer plus que ça, tellement ils font certainement partie des dirigeants les plus détestables de la planète foot Europe. On enchaîne du coup avec Val qui, comme d'hab, refuse de me dire de quoi il va parler précisément. Val, tu m'as dit que tu allais parler d'un ancien club européen qui tombe en ruine. Ouais, en fait, je voulais pas te le dire juste pour ma petite phrase d'intro. Messieurs, si je vous dis Samuel Eto'o, Roberto Carlos et Lassina Traoré,
Vous me dites Majorque. Andy Makashkala. Non. Andy Ah oui, Makashkala, Andy, tout putain, à fait. N'importe quoi. Moi, Et j'ai oui. envoyé Samuel Eto'o, je suis parti sur Majorque. En tout cas, Flo l'avait capté. Du coup, je vais vous parler de ce club dont on a beaucoup entendu parler au début de la dernière décennie et qui n'est désormais plus qu'un vaste champ de ruines, l'Andy Makashkala. Alors, comment ce club qui avait réussi à attirer des joueurs internationaux à la renommée mondiale est-il passé en moins de 10 ans de la Coupe d'Europe à la 3e division russe? T'aurais pu citer Yann M'Vila. Ouais, mais non, j'avais pas envie. Alors, pour bien comprendre l'histoire de ce club, il faut avant tout s'intéresser un petit peu à l'aspect géographique de cette région. Makashkala, c'est la capitale du Daghestan. Le Daghestan, contrairement à ce que tu pourrais penser, Jules, c'est pas ton médicament pour gérer tes problèmes gastriques. C'est plutôt une région officielle de la Fédération russe. Donc ils ont une part d'autonomie, mais ils dépendent quand même essentiellement du pouvoir de Poutine. Où est-ce que c'est situé? Alors c'est une région un petit peu complexe, mais c'est situé dans le Caucase. Le Caucase, vous le savez, c'est cette chaîne de montagnes qui fait le lien entre l'Europe et l'Asie. Donc pour ceux qui visualisent pas forcément, on est au nord de l'Azerbaïdjan ou pas très loin de la frontière est de la Turquie. Donc pourquoi je vous explique tout ça en détail? Parce que vous vous en doutez, c'est une région qui a pas mal d'enjeux géopolitiques. Déjà sur l'aspect religieux, puisqu'on y retrouve des sunnites, des chiites, des chrétiens orthodoxes, etc. Donc région multiculturelle, mais parfois assez en proie à des conflits ethniques. Et puis il y a des enjeux économiques, puisque c'est situé à proximité de la mer Caspienne, qui représente près de 6% des réserves mondiales de pétrole. Et ça, évidemment, ça va jouer un rôle dans l'histoire de ce club. Donc passé l'aspect géographique, revenons un peu sur l'histoire du club. Donc l'Andy, c'est un club qui a été créé au début des années 90, qui connaît un succès rapide, un petit peu comme nos amis d'Offenheim, jusqu'à atteindre en 2000 la première division russe, où ils arrivent même à se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Mais déjà à l'époque, l'instabilité de la région du Daghestan va leur jouer des tours, puisque les Glasgow Rangers qu'ils affrontent en Coupe de l'UEFA refusent de se déplacer, parce qu'on est en pleine guerre de Tchétchénie, la Tchétchénie qui est donc une région frontalière, et que le déplacement est considéré comme très risqué. La décennie suivante va être plus compliquée, puisque l'Andy redescend en 2e division pendant près de 7 ans. Et là, il y a un renouveau en 2010. Le club remonte. Un nouvel actionnaire arrive, en la personne de Souleyman Kerimov, qui est un oligarque russe proche évidemment de Vladimir Poutine et qui, je vous laisse le deviner, a fait sa fortune en investissant dans Pétrole. des sociétés pétrolières, tout à fait, notamment Gazprom. De toute façon, est-ce que tu peux prendre un club dans ce coin-là sans être proche de Poutine? C'est pas sûr. Ouais, non, je suis pas sûr. Bref, c'est à ce moment-là que le club connaît ses plus belles heures. Roberto Carlos arrive comme joueur, puis comme entraîneur. Il y a des transferts de joueurs stars qui se mettent en place. Zirkov, Eto'o qui arrive quasiment à son prime, mais je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était un vrai séisme à l'époque dans le monde du foot. Lassana Diarra, Willian et puis l'entraîneur Guussi Dink. Tout ça qui permet au club de se qualifier une nouvelle fois pour la Ligue Europa, où ils battent notamment en poule Liverpool, Flo, l'Udinese, et après d'être éliminé par Châteauneuf, cette belle équipe de Châteauneuf. Il y a aussi un tout nouveau stade flambant neuf qui est créé, tout ça en l'espace de 2 ans. Et puis voilà le début des problèmes. Donc déjà au moment où Eto'o arrive, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une situation qui était assez tendue. Les joueurs s'entraînent à l'époque à Moscou et vont seulement jouer les matchs à Makashkala. Donc pour info, Moscou c'est quasiment à 1800 km de Makashkala. Tranquille. Facile. Ouais, tranquillement, tous les week-ends c'est En cool. bus. Et puis en plus de ça, en 2013, Kerimov fait face à des gros problèmes économiques. Donc il décide de serrer la vis, finit les salaires de malades, les joueurs sont vendus, Guussi Dink s'en va. Le club est vendu à un mec très bien qui s'appelle Osman Kadiev, qui était une des principales têtes de la mafia russe à l'étranger, qui a déjà corrompu et menacé des arbitres de mort, qui a déjà dissous un club. Donc voilà, un mec super bien. Autant vous dire que son excellente gestion va évidemment détruire le club. Le club va être retrogradé en 3e division russe pour les problèmes économiques. Et puis en termes de bonnes nouvelles, au milieu de tout ça, il y a évidemment en plus un joueur qui est tué dans une fusillade au Daghestan. Donc voilà, une situation très très viable, à tel point que les supporters du club ont écrit une lettre ouverte en demandant à Souleyman Kerimov de racheter le club, puisque malgré ses problèmes financiers, il faut savoir quand même que Kerimov est un oligarque qui est issu du Daghestan, et que malgré la fin d'histoire un peu compliquée qu'il a eu avec le club, les supporters en gardent un très bon souvenir de ces 2-3 années un petit peu fast. Donc peut-être qu'un jour on reverra l'Andy Makashkala au sommet, mais pour l'instant ils sont en train de descendre en enfer vers la 3e division, 4e division même peut-être russe. C'est cool, ça vraiment c'est un petit peu de joie, de joie dans mon cœur. Ils ont peut-être bien fait de s'entraîner à Moscou du coup, vu les fusillades qu'il peut avoir. Ouais, clairement. Ça fera relativiser
les quelques supporters de clubs qui ont pu chuter dans les 2e, 3e divisions françaises ou autres, qui se disent qu'à mon avis leur cas est moins foutu que celui de Landy. Bon, on va passer à la suite. C'est bien, c'est une parfaite transition avec Eto'o. Flo, tu vas nous parler de la CAN qui se passe au Cameroun, que tout le monde suit en ce moment, j'imagine, en tout cas tous les amateurs de foot, sachant que je précise à tout le monde qu'on enregistre le lundi 17 janvier, et donc il y aura peut-être quelques incohérences d'ici la diffusion du vendredi 21. Non, pas tant que ça, mais effectivement on va rentrer ce week-end dans les phases finales. La prochaine fois tu me dis d'aller me faire foutre. Hein. Oui, je dirais directement effectivement. Non, parce qu'effectivement tu le disais, ce week-end on va rentrer dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et je voudrais en fait vous parler de cette compétition cette année qui est trop souvent moquée pour son organisation ou le niveau de jeu global, et notamment beaucoup par nous, des suiveurs de Ligue des Champions ou de Première Ligue, qui veulent simplement transposer à la compétition phare du continent africain des valeurs et une vision à la fois européenne et occidentale, comme par exemple se moquer évidemment des couacs de cette journée folle, débutée avec le Mali-Tunisie et les 2 coups de sifflet finaux de l'arbitre avant même la fin du temps réglementaire. Juste préciser que c'est une scène qui s'est déjà déroulée dans un championnat européen très récemment, en avril 2021, entre Séville et Grenade, puisque l'arbitre avait sifflé la fin de la partie à la 92e minute, alors qu'il avait donné 4 minutes minimum de temps additionnel et que le score était à ce moment-là seulement de 2-1. Ce qui avait obligé alors les joueurs à revenir sur la pelouse 10-15 minutes après pour seulement 1 minute de jeu. Enfin, concernant la 2e polémique de cette journée folle, le match Mauritanie-Gambie et l'erreur d'hymne national, l'organisation à Limbé avait envoyé à 3 reprises l'ancien hymne de la République islamique de Mauritanie, qui n'est plus utilisé depuis 2017, sans finalement parvenir à trouver le bon. Les joueurs sont rentrés sans hymne, on l'a tous entendu. Préciser à nouveau qu'en Europe et même en France, on n'a aucune leçon à donner, puisqu'on se souviendra de l'énorme bourde en septembre 2019, lors du France-Albanie au Stade de France en éliminatoire. La sono du Stade de France avait alors diffusé l'hymne d'Andorre, qui était le prochain adversaire de l'équipe de France quelques jours plus tard, avant que le speaker du Stade de France ne présente ses excuses aux supporters arméniens. Voilà. On peut également se remémorer, même si on quitte l'Europe, le match arrêté très récemment, le 5 septembre dernier, entre le Brésil et l'Argentine dans le choc des éliminatoires à la Coupe du Monde côté CONMEBOL, suite à l'interruption des autorités sanitaires brésiliennes. Tous ces exemples en fait sont là pour montrer tout d'abord que si oui, les bourdes récentes sont ultra préjudiciables pour l'image de la CAN, le continent africain n'est évidemment pas le seul à connaître ce genre de problème, et que les moqueries condescendantes récentes ne sont en fait que la signification au mieux d'un mépris, au pire d'un racisme envers le foot africain. Pourtant, le foot africain a largement de quoi être fier de son identité. Là où on idéalise parfois la passion et la folie exacerbée dans les stades sud-américains, omettant les violences, les mafias et les dérives trop fréquentes, la passion est ultra présente dans nombre de pays africains qui ne demandent qu'à remplir leur stade, et on l'a vu sur cette Coupe d'Afrique des Nations, quand la Cameroun organisatrice a décidé d'ouvrir les portes gratuitement à nombre de supporters. On a vu les stades largement se remplir avec de super ambiances pour des matchs internationaux. Ce qu'on ne verrait strictement jamais, ni un Euro, ni une autre compétition internationale. Exactement. Loin des préjugés aussi d'un foot africain bordélique et offensif, cette CAN nous montre à nouveau le calcul tactique de nombre de formations, quand on atteste le très nombre de buts par match. Mais un foot qui très récemment est mis en place de plus en plus par des coachs locaux qui viennent chasser les coachs européens qu'ils ont contactés, desquels ils évoluaient avant, comme évidemment Belmadi en Algérie, Aliou Cissé au Sénégal, mais de façon plus globale, on est actuellement sur 15 des 24 sélectionneurs de la CAN qui sont issus du continent africain. Enfin, le foot africain peut également se targuer de son immense rôle social et de très belles histoires dans des pays très souvent soumis à de grandes souffrances, offrant le tendon d'une compétition ou d'un match à un peuple la possibilité d'oublier les problèmes du quotidien. Cette CAN 2022, on pense évidemment au Burkina Faso et au Mali, dont le nord du pays est ravagé par le terrorisme, ainsi qu'à l'Éthiopie qui connaît actuellement le retour de la guerre civile avec les rebelles du Tigré. Il serait donc temps, pour une fois, de laisser le foot africain se développer comme il se doit, de lui permettre son émancipation en lui offrant la même considération qu'aux autres compétitions internationales. Car s'il est bien évidemment logique que la CAN se déroule régulièrement durant l'hiver pour des raisons météorologiques implacables, notamment les fortes pluies dans les pays d'Afrique équatoriale, il serait temps de permettre aux sélections de bénéficier des mêmes conditions favorables, par exemple, que la Coupe du Monde au Qatar, en arrêtant les championnats européens, pouvant alors laisser plus de place à de grandes trêves internationales pour les sélections européennes ou sud-américaines, tout en faisant en même temps cesser la pression exercée par les clubs européens sur les joueurs pris en étroit entre leur cœur et leur employeur. Merci Flo, merci de rendre ces lettres de noblesse à cette compétition qui est vraiment très sympa à suivre à chaque fois. D'ailleurs, je crois que la prochaine CAN se passera en juin-juillet, si je ne dis pas de bêtises. Ça permettra à tout le monde d'un peu plus la suivre parce que, mine de rien, ça va être comme pour la Coupe du Monde au Qatar, peu importe les conditions des clubs et autres. C'est vrai qu'on est peut-être moins axé sur les compétitions internationales sur les mois de janvier-février. On est toujours content sur les mois de juin-juillet de suivre tout ça. Val, tu voulais réagir vite fait sur la CAN? Juste un petit truc, en termes d'exemple
de scènes un petit peu rigolotes qu'on a eu en France aussi. Il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions dernièrement, oui, qui était évidemment. ridicule, assez. Imaginons si assez- ça se passe sur le tirage au sort de la CAN, Voilà. tout le monde crie. Voilà, on fera peut-être un sujet un jour là-dessus, mais je pense qu'il faudra qu'on crée une nouvelle chaîne en fait pour parler de ça, tellement il y a de choses à dire. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode à propos d'Offenheim. Vous êtes de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, et ça nous fait vraiment chaud au cœur durant ce bon mois pourri de janvier. Continuez à partager, en parler autour de vous, on a plein de nouvelles émissions qui arrivent. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il n'y a aucune honte à préférer le foot à la peinture ou au cinéma d'auteur. Ciao.